j'étais absolument admiratif du courage qu'il avait d'avancer à travers toutes ces épreuves. Et ça m'a fait penser au livre d'un psychanalyste qui était un compagnon de Lacan, et qui s'appelle Jean Clavreul, et son livre s'appelle L'homme qui marche. Et votre parcours, votre attitude, votre courage d'avancer m'a fait penser à ça. L'homme qui marche ne se définit pas par sa normalité, ni par ses qualités, mais par le fait simple qu'il marche. Et l'homme qui marche de Giacometti marche sous la pluie venant là pour montrer que sa marche n'est pas triomphante. Il ne se pose pas comme un homme exemplaire, mais plutôt marqué par l'effort sans fin qu'il fait, sans qu'il sache trop où ses chemins mènent. L'homme qui marche, c'est l'homme qui sort de son immobilisme pour inventer toujours et sans cesse. Donc, comme Alain disait, on ne peut pas présenter comme ça un livre en si peu de temps. Vous avez entendu dans quel contexte historique et humain il a choisi de faire partie du mouvement révolutionnaire communiste. Et j'aimerais plutôt souligner 2 points dans le livre pour mettre un petit peu en contraste ces deux. Comment la vraie fraternité communiste pouvait s'exercer à l'intérieur d'un camp qui représentait l'horreur, et comment nombreux de ces mêmes camarades qui, après la libération, quand le communisme en Roumanie aussi a pris le pouvoir, comment ces mêmes personnes ont pu changer de tout au tout dès qu'il s'agissait non pas d'une fraternité communiste pour survivre, s'entraider à l'intérieur d'un camp, mais quand il s'agissait de faire carrière et certains être prêts à n'importe quel sacrifice, dont d'ailleurs Mattei Gall a été victime. Alors ces 2 moments de livre que je voudrais souligner, c'est une fois après son arrestation, quand ils ont été transférés dans ce camp terrible qui après s'appelait le camp de la mort, à Vatniarka, où quand ce collectif de juifs bolcheviques, comme on les appelait, sont arrivés, comment ils ont réussi dès le début à se réorganiser dans un collectif dans l'intérêt de la survie de tous. On verra d'ailleurs que leur survie n'aurait pas été possible sans cette organisation, cette solidarité qu'ils témoignaient les uns vers les autres, et c'était une organisation, je dirais, extrêmement sévère. Quand ils sont arrivés dans ce camp, ils ont vu que du précédent convoi, la majorité des survivants étaient complètement, gravement malades, paralysés, se traînant par terre, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ils ont donc décidé de faire à la fois des mesures draconiennes de sanitaires, où les gens étaient, je dirais, surveillés quotidiennement de manière à ce que, vous savez que dans ces camps, ce qui transmettait la maladie, c'était des poux, donc les gens mouraient de typhus. Et puis, donc, il y avait des mesures sanitaires extrêmement sévères, et tout ça
organisé par ce collectif clandestin. Le point qui, sur le plan humain, me paraissait très très important, c'est éveiller la solidarité et l'unité dans le camp, de manière à ce que les gens puissent tenir le coup humainement. Donc évidemment, ça exigeait que tout soit partagé, que ce soit les vêtements, la nourriture, et que les gens puissent être solidaires parce qu'ils ont un sentiment d'être en égalité avec leurs camarades. En même temps, ce qui était absolument formidable, c'est qu'au lieu de subir le sort dans ce camp, ils ont proposé à la direction du camp de faire des ateliers où ils ont contribué à la fois à réparer tout ce qui était réparable pour avoir de l'eau, pour pouvoir se laver, pour aider, un atelier pour aider dans la cuisine, un atelier de réparer des vêtements, des chaussures, un atelier pour fabriquer des choses d'ébénisterie pour pouvoir fermer par exemple les fenêtres, et la création d'une infirmerie qui était absolument fondamentale dans leur survie, parce que parmi les détenus, il y avait pas mal de médecins, et ces médecins ne pouvaient pas comprendre pourquoi les gens tombaient malades, pourquoi les gens sont devenus paralysés. Et un des médecins s'est souvenu que au milieu du 19e siècle, en Inde, pendant une famine, les gens ont mangé un pois sauvage pour remplacer la nourriture, et ce pois sauvage contenait un poison qui finalement rendait malades les gens de la même façon. Et ils avaient l'astuce même de faire une expérience sur des poules, et en effet ils ont constaté que leur nourriture quotidienne, qui était un pois de fourrage qu'on donnait aux chevaux, que c'est cette nourriture qui rendait les gens malades. Ils ont constaté que les poules qui mangeaient, à qui ils donnaient manger à ça, ils étaient morts, les autres restaient en vie. Donc, ils ont compris que ce dont les gens souffraient, ça s'appelle la paralysie latérique. Or, une fois qu'ils ont fait un rapport à la direction du camp, la direction a absolument refusé de changer leur nourriture. Et là, ce que j'ai trouvé admirable, c'est que grâce à cette solidarité qui était éveillée, je dirais, travaillée et soutenue dans le collectif, eh bien, grâce à ça, ils ont pu décider une chose extrêmement dangereuse qui était la grève de la faim. Imaginez dans un état complètement affaibli comment les gens pouvaient décider en plus de ne pas manger. Et il est bien entendu que la solidarité était nécessaire dans la mesure où cet acte, cette décision pouvait être interprétée par les commandements du camp comme un acte de révolte, et vous savez comment les actes de révolte étaient punis, on fusillait les gens. Mais finalement, ils ont préféré se dire que c'est mieux de mourir fusillé que mourir complètement paralysé en se traînant par terre et être fusillé à la fin, parce qu'on est incapable de vivre d'une manière autonome. Donc, ce camp, pour Mattei, était, vous disiez dans le livre que c'était véritablement l'école de la vie pour vous, le camp de Vapniarka, et qu'il s'était dit que si, dans ce camp, un poignet de communistes était capable de permettre
à des centaines de gens de survivre, qu'une fois libérés, ils vont pouvoir réaliser le paradis sur terre. En tout cas, tel était son espoir. Et une fois libérés, donc ça c'est la deuxième partie du livre que je voudrais souligner pour montrer ce que cet espoir placé dans le communisme finalement a fini par virer aussi à l'horreur. C'est que une fois libéré, Mattei Gal a eu un poste de diplomate où il pouvait voyager à l'étranger, faire des missions. Et un jour, le chef de personnel, une femme d'ailleurs qui était un compagnon de camp, Oda, qui lui a demandé de refaire son autobiographie. D'ailleurs, ce chapitre s'appelle La terreur des autobiographies. Et ce qui était terrible, c'est qu'il a déjà plusieurs fois écrit son autobiographie, donc il connaissait très bien sa vie, mais ses camarades, mais ça supposait que chaque fois, il fallait refaire une autocritique et, si possible, s'accuser même des choses qu'il n'avait pas faites. Et alors, d'une semaine à l'autre, il fallait réécrire l'autobiographie avec une autocritique, si possible, de plus en plus poussée, parler de tout le monde, et avec évidemment le menace qui planait qu'il pouvait être arrêté d'un jour à l'autre parce que le chef de personnel n'était pas du tout content. Elle a trouvé que finalement rien de vraiment nouveau n'apparaissait pas dans cette autobiographie et que Mattei ajoute que c'est la différence entre les différents rajouts qui pouvaient maintenir l'état de tension chez les gens et avoir peur et donc continuer, tout en continuant évidemment à travailler, mais il ne savait pas quel serait le jour où il descend pour rentrer à la maison et qu'il est arrêté. Au même moment où plusieurs de ses camarades sont apparemment arbitrairement arrêtés, parce qu'on ne sait pas du tout pourquoi ils sont arrêtés, et entre autres, deux de ses amis proches qui étaient chez lui, qui ont quitté un soir, qui étaient arrêtés, on ne savait pas pourquoi. Après, un camarade qui s'appelait le camarade Cordoche, qui était arrêté, et là non plus, on n'a absolument pas compris pourquoi, et ça a continué comme ça. Alors, en fait, ils ont fini quand même par comprendre, au bout de quelque temps, que ce qu'on cherchait avec ces arrestations arbitraires, c'est des alibis, des explications aux échecs du régime. Une parenthèse, en Hongrie, puisque je suis hongroise, et que donc j'ai traversé ces années de communisme, pas les mêmes que Mattei, pas dans la même période, mais bon, j'étais enfant au moment de la prise de pouvoir du communisme, et un agent de la sécurité hongrois a publié un livre que j'ai lu récemment, il y a 2-3 ans, et c'est absolument ahurissant. D'ailleurs, dans beaucoup de choses que vous racontez, j'ai retrouvé des parallèles avec ce qui s'est passé en Hongrie. Et ce monsieur de la sécurité a raconté que donc il organisait à la fois le contrôle de différents cadres du parti, en même temps organisait que les gens puissent entrer en espionnage les uns contre les autres, donc il était très impliqué. Et puis il commençait à se rendre compte que finalement tout ce que le discours officiel disait, que c'est les agents étrangers qui essayaient de déstabiliser le régime ou des espions,
vers l'étranger, que tout ça, ce n'était pas vrai, et que et que quand il a essayé de dénoncer ça, il avait quand même un poste important, eh bien, on lui a dit d'aller se faire examiner à l'hôpital psychiatrique. Il a été hospitalisé et on peut dire qu'il avait de la chance parce qu'un médecin qui était aussi de la sécurité, un psychiatre, lui a dit « Écoutez, vous n'avez pas d'autre moyen de sortir de là que de démissionner de votre poste parce que jamais vous pourriez faire reconnaître votre vérité, cette vérité-là, qui est le mensonge du régime, sinon c'est vous qui y passez. Et ça ne va pas être un examen psychiatrique banal. » Donc, finalement, il a choisi ça, il a démissionné. Bon, je ne raconte pas le reste, mais c'était un livre absolument passionnant de ce qu'on pouvait connaître de l'extérieur, de la disparition des gens, etc., comment quelqu'un qui était dans l'organisation avait du mal ou c'était impossible de faire reconnaître. Alors, le mensonge, parce que vous y consacrez tout un passage, il y a Alexandre Coiré qui écrivit en 1943, d'ailleurs que Lacan a pas mal écouté à l'époque. Je cite juste une phrase sur le mensonge à propos des régimes totalitaires. « Nous croyons pour notre part que la distinction entre la vérité et le mensonge, l'imaginaire et le réel reste bien valable. C'est leur place et leur rôle seulement qui sont intervertis. Les régimes totalitaires sont fondés sur la primauté du mensonge. » Donc il a écrit ça en 1943. Et après ces arrestations, vous évoquez aussi les procès de Moscou à la fin des années 30, et où on arrêtait soi-disant les communistes traîtres, les anciens révolutionnaires qui étaient camarades de Lénine. Et là, je voudrais encore illustrer avec une anecdote que François Feiteux, dont vous avez sûrement entendu parler, qui était ce grand historien hongrois qui a quitté la Hongrie en 1938, et il était donc à Paris à un moment où László Rojk, que vous évoquez aussi dans le livre, qui était un ancien communiste, un authentique, qui après la prise de pouvoir est devenu ministère de l'Intérieur, mais c'était 10 ans après. Donc en 1939, il est venu à Paris, il a rencontré François Feiteux, et Feiteux, qui était en même temps journaliste à l'époque, lui a sorti les documents sur les procès de Moscou. Elle lui a montré, faites très attention parce que voilà ce qui se passe en ce moment et c'est très grave. Et alors, vous dites dans votre livre que même quand il y avait des choses qui étaient évidentes à comprendre, que les gens ne voulaient pas y croire, parce qu'on voulait croire dans ce communisme, on voulait croire dans un avenir meilleur, et lui non plus, il ne voulait pas croire. Il a dit, ne m'embarrasse pas avec tout ça c'est les propagandes de Tito, etc., ça ne peut pas être vrai. Donc il était prévenu en 1939, il est devenu ministère de l'Intérieur, et 10 ans après, c'est à lui qu'on a fait ce procès, absolument rien fait, c'était un des communistes, je dirais, les plus authentiques piliers du régime. Eh bien, ce sont ses amis même qui sont venus l'arrêter, dénoncer, on lui a fait signer des faux aveux, et il était condamné à mort et tué.
Et en fait, pour revenir au camarade Kordoche qui était arrêté, ils ont appris, donc quelques années après, que ce camarade était arrêté par un hasard malheureux. Son nom évoquait une des personnalités qui étaient impliquées dans le procès de Reuck, ce procès où finalement on a tué un innocent. Et il a fait quand même, lui aussi, des années de prison pour ça. Donc, Mattei a constaté pendant toute cette torture des autobiographies que la parole vraie qui existait au début était complètement perdue, qu'il n'y avait plus de véritables réunions de cellules communistes où on échangeait, on prenait la parole, que les discussions étaient en quelque sorte inventées, et c'était ces discussions inventées des faux documents qui étaient envoyés vers la hiérarchie, et que le parti est devenu d'abord quelques personnes et après une personne, c'est-à-dire la fabrication de l'idole, comme Alain a évoqué tout à l'heure. Et le parti égale une personne, on connaît l'histoire de Ceausescu. Et pour sourire un peu là où on a beaucoup de mal à sourire, j'évoque juste quelques phrases d'une nouvelle hongroise à propos du culte de la personnalité, qui s'appelle Une minute de silence, où le camarade directeur d'une grande usine est mort et on se réunit en sa mémoire avec une minute de silence. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette minute de silence, personne n'ose l'interrompre. 1 heure passe, on est toujours en silence debout. 2 heures passent, en silence debout. Une journée passe, on est toujours là, en silence debout. 1 semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, et le parti a compris qu'il n'y avait rien à faire, qu'il y a une telle fidélité que finalement ils ont envoyé des camions, enlevé les statues vivantes et les ont amenés dans un musée avec un cordon rouge à la mémoire des camarades disparus. Donc voilà, donc vous voyez cette opposition où finalement Mattei, à la suite de je ne sais pas combienième autobiographie, a fini par comprendre ce qu'on voulait vraiment apprendre de lui, parce que la camarade Oda, chef du personnel, a fini par lui dire mais comment tu as survécu? Mais il y avait quelque chose. Est-ce que tu n'avais pas un contact avec un SS? Et ce qu'il y a d'extrêmement douloureux dans cette histoire, c'est que là, finalement, on a le plus souffert, où quand il s'est sauvé, il a même, dans son état, à la fois après avoir vécu cette horreur et a traîné un autre survivant sur son dos, et qu'il y a cette suspicion que finalement, il a dit avec quoi j'aurais pu acheter le SS avec les 4 tranches de pain grillé que j'avais dans mon sac. Donc, la camarade Odo a compris qu'il n'y avait aucune vérité de cet ordre, aucune faute qui pouvait surgir. Et finalement, on l'a laissé tranquille, mais en même temps, c'était je dirais, la fin de son cheminement dans le cadre du parti. Il ne pouvait plus partir, c'était avant un voyage pour aller à Stockholm, donc il ne pouvait plus y aller. Et finalement, sa seule solution de sortir de cette impasse, c'est de demander finalement de s'exiler. C'était le seul moyen de s'en sortir. Alors, pour
terminer, je voudrais poser une question à Mattei. Comment vivre je dis, comment vivre, quel sens donner à sa vie une fois qu'on a traversé l'écroulement de la croyance et l'espoir placé dans le communisme, qu'on a perdu l'espoir, en tout cas à partir du communisme, dans un avenir meilleur. En même temps, le constat de l'inutilité de la souffrance subie, parce que si ce n'était pas pour un avenir meilleur, alors pourquoi on a souffert? La perte en même temps d'intégration sociale et finalement, en partant, la perte de sa patrie pour se sauver de ce désastre. Et la question que je me suis posée, est-ce que l'écriture et la volonté de témoigner, est-ce que ça pouvait justement donner un nouveau sens pour en fait partager aujourd'hui, entre autres avec nous, mais avec beaucoup d'autres mondes, tout ce parcours. Voilà.